Je suis le Dr Jacques Wilmotte, médecin anesthésiste, et je vais vous entretenir des urgences qu'on rencontre dans un cabinet dentaire pour le site dentalespace.com. Les urgences qu'on rencontre dans un cabinet dentaire sont relativement peu fréquentes. On estime généralement de l'ordre de 8 cas pour 10 ans par praticien, en sachant que la plupart du temps, ces urgences ne sont pas gravissimes, nécessitent surtout beaucoup de bon sens et un peu de savoir-faire. Le type d'urgence qu'on est amené à rencontrer nécessite néanmoins de savoir si le patient présente une détresse vitale qui peut mettre en jeu son pronostic vital et sa survie à court terme. Autrement dit, il faut savoir si le patient présente des troubles de conscience, des troubles ventilatoires ou des troubles circulatoires qui pourraient être péjoratifs pour l'évolution de la situation. Donc, un certain nombre de gestes élémentaires sont à connaître, et ces gestes élémentaires sont essentiellement la libération des voies aériennes, la mise en position latérale de sécurité et, en cas de situation beaucoup plus grave, la pratique de la réanimation cardio-pulmonaire de base. Nous allons voir différentes situations qui peuvent éventuellement se présenter, en commençant par les situations, on va dire, plus simples et peut-être plus courantes, et en évoluant vers des situations plus complexes ou plus graves. Les situations que nous allons évoquer sont les situations suivantes. Nous allons voir la conduite à tenir face à un patient qui présente un malaise vagal. Nous allons voir la conduite à tenir face à un patient qui présente des convulsions. Nous allons voir quelle sera l'attitude à adopter devant un patient qui présente l'inhalation d'un corps étranger. Nous allons voir ce qu'il faut faire quand un patient présente un malaise plus grave du type arrêt cardio-respiratoire. Et nous allons essayer de vous montrer les gestes élémentaires de survie, les gestes de bon sens qu'il faut avoir à l'esprit et qu'il ne faut pas oublier de réaliser le plus rapidement possible pour optimiser les chances de prise en charge du patient dans les conditions les meilleures. Docteur, j'ai chaud, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien. J'ai mal à la tête. Donc un patient qui présente un malaise vagal présente essentiellement comme signe pâleur, éventuellement sueur froide. Il a la tête qui tourne, il peut avoir une perte de connaissance brève, il a un pouls qui est faible, voire qui est lent, et la pression artérielle est basse. Donc il est important à ce moment-là de dégager le col et la cravate pour que le patient respire confortablement, lui humecter le front, le visage pour ne pas qu'il se sente oppressé par la chaleur, et il est fondamental de ne certainement pas le redresser, et plutôt au contraire, il est bénéfique de lui mettre la tête vers le bas et lui surélever les membres inférieurs de façon à améliorer le retour veineux au niveau céphalique, ce qui va avoir pour effet de réaccélérer la fréquence cardiaque et de faire disparaître tous les signes inconfortables, voire angoissants du malaise vagal. Lorsque le patient met un peu de temps à retrouver ses esprits, il peut être utile de lui proposer un comprimé de coramine glucose à croquer de façon à améliorer sa glycémie et accélérer le retour à la conscience. Si néanmoins il était tout à fait inconscient, il n'est pas question de lui mettre quoi que ce soit dans la bouche lorsque sa déglutition n'est pas assurée, et à ce moment-là, il faudrait se tourner vers des thérapeutiques médicamenteuses parentérales. La coramine glucose se présente en comprimé, le dosage est unique et l'administration est excessivement simple pour autant que le patient soit conscient ou somnolent, mais qu'il ne soit certainement pas avec une perte de connaissance. Si néanmoins le patient n'a pas repris ses esprits et manifeste une perte de connaissance, monsieur, m'entendez-vous? Serrez-moi les mains, ouvrez les yeux. Le patient a un pouls. Son pouls est toujours lent. Il est faible. Il n'est pas conscient. Il peut être utile au bout d'une dizaine de minutes, si le patient ne reprend pas conscience malgré la mise en position à plat, de lui injecter en intramusculaire une ampoule d'un 2 mg d'atropine. L'atropine aura pour effet de réaccélérer la fréquence cardiaque et de faire disparaître les symptômes du malaise vagal aussi rapidement qu'ils étaient venus. Donc on va injecter 1 mg d'atropine au patient, on prend une aiguille de 21 gauge ou plus petit, on met l'atropine dans la seringue, on chasse la bulle d'air qui est au-dessus de la solution,
Voilà. Je vais lever la manche du patient, c'est l'endroit le plus accessible pour avoir accès à la masse musculaire du bras. On désaffecte la peau de la face antéro-externe du bras, on passe la masse musculaire entre deux doigts et on enfonce franchement de 1 à 2 cm l'aiguille dans la masse musculaire pour injecter lentement le millilitre de solution. En 1 à 2 minutes, le patient va reprendre ses esprits, va se sentir beaucoup mieux, le cœur va s'accélérer, les sueurs vont disparaître. Il est très important de ne pas demander au patient de se relever brutalement après ce genre d'incident. Il faut toujours y aller très progressivement et marquer les étapes de façon à ne pas récidiver ce genre de malaise qui est plus inconfortable et spectaculaire que grave. Monsieur, vous êtes tout rouge, ça va? Vous vous sentez bien? Non, docteur, j'ai chaud, j'ai du mal à respirer. Dans un certain nombre de cas, un patient peut présenter une allergie, une intolérance, soit aux médicaments, soit aux produits avec lesquels il a été en contact. Cette allergie va se manifester par une sensation de chaleur, une rougeur au niveau cutané et un gonflement au niveau des muqueuses ou au niveau de la face. Dans les cas les plus graves, s'accompagne également d'une chute de pression artérielle avec une accélération de la fréquence cardiaque qui peut en plus s'ajouter à une difficulté respiratoire. Ces signes cardiovasculaires et respiratoires sont des signes de gravité dans une situation d'allergie. Les médicaments principalement utilisables en situation d'urgence dans le cadre d'une allergie sont les suivants. Le Célestène, qui est un corticoïde dosé à 4 mg par millilitre. Il se présente en ampoule d'1 millilitre qui est utilisable sous forme d'injection intramusculaire profonde. Ce corticoïde est généralement suffisant dans la plupart des allergies. En cas d'effondrement des paramètres cardiovasculaires, donc essentiellement en cas de pression artérielle faible ou d'un pouls rapide et filant, il faut utiliser l'adrénaline qui se présente sous forme d'ampoule d'1 millilitre dosée à 1,5 mg. Ces ampoules d'1 millilitre sont injectables en intramusculaire. Ils ont un effet cardiovasculaire prépondérant et très puissant qui fait que chez le patient à qui vous l'administrez, le patient va vraiment avoir l'impression d'avoir le cœur qui toque dans la poitrine et avoir l'impression d'être drogué, dopé. Ce médicament est le médicament de référence en cas d'allergie. Il n'est à utiliser que par voie intramusculaire. La forme intraveineuse doit être réservée aux cas plus graves, tels que les arrêts cardiovasculaires. Et dans ce cas-là, il faut absolument l'utiliser dilué. Chez les patients qui présentent une composante respiratoire à son allergie, on utilise un bêta-2 mimétique tel que la ventoline. La ventoline se présente sous forme d'un flacon qui permet de délivrer des bouffées d'aérosol. On utilise généralement 2 bouffées d'aérosol qu'on administre au patient simultanément à une inspiration profonde volontaire réalisée par le patient lorsque on délivre le produit. Il arrive qu'un patient puisse présenter des convulsions au cours des soins dentaires. Il faut toujours avoir à l'esprit que ça peut être la conséquence d'un surdosage en anesthésique locale, mais ça peut être aussi un patient épileptique qui convulse pour des raisons de stress ou de déséquilibre de son traitement. Lorsqu'un patient convulse, il présente généralement ce qu'on appelle une crise tonico-clonique, donc avec des mouvements saccadés généralisés à tout le corps, qui peuvent s'accompagner de morsures de langue et de perte d'urine. Souvent, après cette phase qui dure quelques minutes et qui est spontanément résolutive, le patient va présenter ce qu'on appelle un coma post-critique. Le coma post-critique correspond à une situation où le patient présente des troubles de conscience, il est un petit peu groggy, un petit peu assommé, il est éventuellement réveillable, mais parfois il est toujours dans une situation de perte de connaissance. Monsieur, vous m'entendez? Ouvrez les yeux. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Lorsque le patient est réveillable, il n'y a pas d'indication de le déplacer de l'endroit où il se trouvait. Il faut certainement appeler les secours et demander à ce qu'il consulte dans la mesure où son traitement est peut-être déséquilibré, où il présente une complication
de sa maladie intercurrente. Si maintenant le patient n'est pas réveillable à la fin de cette crise, il faut certainement pas le laisser dans cette position parce qu'un patient qui est inconscient ne doit pas rester couché sur le dos. Il doit impérativement être mis dans une position qui protège ses voies respiratoires, qu'on appelle la position latérale de sécurité. Monsieur, vous m'entendez ? Une fois que le patient est sur le sol, je vérifie que ses jambes ne sont pas croisées, qu'il n'a pas de lunettes. Ensuite, je vais amener le bras qui est vers moi à 90 degrés. Je vais aller chercher le bras opposé dans lequel je vais mettre ma main dans la sienne, que je vais aller porter contre sa joue. Je vais fléchir la jambe côté contralatéral et amener le pied le plus près possible de la fesse. Je recule légèrement et en me servant de son genou comme bras de levier, je vais faire pivoter le corps sur le côté. Ensuite, je vais dégager ma main de la sienne en tenant le coude et je vais consolider la position en mettant le genou à 90 degrés par rapport à la cuisse. Et ensuite, je mets la tête légèrement en arrière pour qu'il puisse respirer facilement en m'assurant donc qu'il n'y a pas de corps étranger au niveau des voies respiratoires supérieures. Dans cette position, les voies respiratoires du patient sont protégées lors d'une régurgitation ou d'un vomissement qui pourrait survenir sur un patient qui a perdu ses réflexes de déglutition et donc qui est inconscient. Je vais surveiller ses fonctions vitales jusqu'à l'arrivée des secours. Donc essentiellement, je surveillerai son pouls et sa fréquence respiratoire. Lorsque les convulsions du patient ne cèdent pas spontanément, on est amené à administrer du Valium, qui est une benzodiazépine à effet relaxant prépondérant. Le Valium se présente sous forme d'ampoules de 2 ml dosées à 10 mg. Ces ampoules autocassantes doivent être donc administrées sous forme de 10 mg en intramusculaire chez l'adulte. Lorsqu'on est en présence d'enfants, on utilise le Valium en intrarectal, c'est-à-dire que la seringue étant remplie de la dose nécessaire 1 mg par kilo de poids corporel, va être utilisée comme un suppositoire en ayant ôté l'aiguille de la seringue étant utilisée comme un suppositoire directement en intrarectal. Au cours des soins, il peut arriver que le patient présente une obstruction complète des voies respiratoires qui empêche toute arrivée d'air au niveau de ses poumons. Cette obstruction complète est une urgence qui nécessite la mise en position assise du patient et de lui administrer 5 grandes claques, main ouverte, à plat dos, entre les omoplates. Lorsque cette manœuvre n'est pas couronnée de succès, il faut réaliser la manœuvre de Heimlich qui consiste à aller donner des coups violents, poing fermé au niveau du creux épigastrique du patient de façon à créer une sortie rapide et brutale d'air depuis ses voies respiratoires dans le but d'éjecter le corps étranger qui est enclavé dans les voies respiratoires. Cette manœuvre est une urgence vitale puisque en l'absence de perméabilité des voies respiratoires supérieures, l'arrêt cardiaque surviendra dans les minutes qui suivent par asphyxie aiguë. Par contre, un malaise plus grave peut survenir, que ce soit chez un patient prédisposé ou de façon inopinée chez un patient bien portant jusque-là, et on peut être face à une situation de mort subite. Il faut reconnaître la détresse avant d'agir, et pour reconnaître la détresse, on va observer les 3 grandes fonctions vitales, à savoir neurologique, ventilatoire et circulatoire. Monsieur, vous m'entendez? Ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Est-ce que quelqu'un peut venir? Est-ce que quelqu'un peut appeler le SAMU, les pompiers? Si vous avez un portable, vous faites le 112. Je vais m'assurer que son col n'est pas serré, sa ceinture non plus. Je bascule prudemment la tête en arrière et j'entrouvre sa bouche à la recherche d'un corps étranger. Je ne vois pas de corps étranger, je considère qu'il n'y en a pas jusqu'à preuve du contraire. Si maintenant je vois un corps étranger, je vais le chercher. Tout en maintenant la tête légèrement en hyperextension, je vais m'approcher de son visage de façon à écouter, sentir et regarder l'éventuelle présence d'une ventilation pendant 10 secondes. En l'absence de ventilation pendant 10 secondes, je considère que le patient est en arrêt ventilatoire. À ce moment-là, je réalise 2 insufflations au masque de façon à gonfler les poumons.
Le thorax se soulève bien, donc les voies respiratoires sont libres. Après avoir réalisé ces 2 insufflations, je vais rechercher la présence éventuelle d'un pouls carotidien. Je mets mes 3 doigts sur la paume d'un dent et je descends dans le repli du muscle sternoclédomastoïdien de mon côté et je laisse mes 3 doigts pendant 6 secondes. Si le patient n'a pas de pouls, je considère qu'il est en arrêt circulatoire. En arrêt circulatoire, le patient doit être immédiatement massé par massage cardiaque externe. Le massage cardiaque externe se réalise sur le thorax du patient en prenant les repères que je vais vous montrer. Lorsque le patient est en arrêt cardio-respiratoire, donc vous avez constaté qu'il ne répondait pas aux ordres simples, il ne ventilait pas et il n'avait pas de pouls carotidien, il faut entreprendre rapidement une alternance de 15 massages avec 2 insufflations sur un patient que vous avez dénudé au niveau du thorax. Donc les insufflations se réalisent au ballon ou au bouche à bouche. On réalise 2 insufflations avec le thorax qui se soulève, preuve qu'il n'y a pas d'obstruction des voies respiratoires. Et ensuite, 15 massages. On divise le sternum en 2 moitiés égales et on met le talon de la main sur la partie supérieure de la moitié inférieure. Les mains sont croisées, les coudes sont tendus, les épaules sont à la verticale du point d'appui, les genoux le plus près possible du thorax du patient et on masse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, 2 insufflations et ainsi de suite. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le cycle d'alternance ventilation-massage doit être continué pendant 1 minute et au bout d'1 minute, nouvelle évaluation de la situation. On reprend le pouls carotidien pendant 6 secondes. S'il n'y a pas de pouls carotidien, on continue massage et ventilation comme précédemment. Si le pouls carotidien est présent, on va chercher la présence d'une ventilation pendant 10 secondes. J'écoute, je sens et je regarde l'éventuelle ventilation. S'il n'y a pas de ventilation, je continue la ventilation à raison de 15 insufflations par minute. Si maintenant la ventilation est revenue, je vais voir la conscience. Madame, serrez-moi les mains, ouvrez les yeux, m'entendez-vous? Soit la patiente est inconsciente et à ce moment-là, je la mets en position latérale de sécurité, soit la patiente est consciente et je peux considérer que j'ai été efficace dans la réanimation cardio-pulmonaire que je lui ai proposée. Les situations d'urgence que l'on peut être amené à rencontrer dans un cabinet dentaire sont finalement relativement peu fréquentes et souvent peu graves. Elles nécessitent de s'y être préparé par la possession d'un matériel d'urgence, par la connaissance de gestes élémentaires de secours. Ces gestes sont relativement simples, standardisés et faciles à mettre en œuvre. Je vous remercie de votre attention.